Madame, Monsieur, bienvenue. Merci de suivre ce magazine kiosque de ce mercredi 31 janvier 2024. Alors, l'actualité, c'est l'échange de vœux entre les corps diplomatiques accrédités en République démocratique du Congo et les chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. La traditionnelle cérémonie d'échange de vœux a eu lieu hier. Alors, le chef d'État est revenu sur l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda. Alors, le chef d'État a, dans son allocution, indiqué qu'il n'y aura pas de dialogue avec le Rwanda tant qu'il continuera à occuper une portion de notre territoire. Analyse et commentaires, c'est avec nos invités. Autre sujet d'actualité, c'est la session extraordinaire de la nouvelle législature à l'Assemblée nationale. L'ouverture, c'était donc lundi. Nous allons revenir avec cette non-participation des députés de l'opposition. Et du côté de l'Assemblée provinciale ville de Kinshasa, la nouvelle session ou l'ouverture de la session de la nouvelle législature, c'est pour le 5 février. Nous allons en parler avec notre invité. La situation des Kimpese, la cité de Kimpese où il y a insécurité, fera également l'objet de notre débat ce matin. Deux invités, le premier est déjà là avec nous, c'est Joseph Kongolo, à qui je dis bonjour. Bonjour madame, bonjour à tous les téléspectateurs, à tous les auditeurs aussi de Ralik. Bonjour à vous-même, ça fait quand même un bon bout de temps qu'on ne s'est plus vu et je remercie aussi tous ceux qui veulent bien prêter l'oreille pour écouter notre opinion. Alors le chef d'État était hier, en échange de vœux, comme c'est des traditions avec les corps diplomatiques accrédités en République démocratique du Congo. Et la question de l'agression de la RDC par le M23 sous couvert du Rwanda sous couvert du M23 était sur la table. Alors le chef a dit niet, il n'y aura pas de négociation. Oui, en fait... Pas de dialogue, voilà. Oui, ça veut dire qu'il ne peut pas se dédire. C'est une ligne qu'il a adoptée depuis le dernier mandat, qu'il ne pouvait pas non plus négocier avec des gens qui ont été qualifiés des terroristes. Donc il ne peut pas revenir sur ses paroles, mais par contre, il ressasse, il revient régulièrement sur ses déclarations devant la communauté internationale pour les prendre à témoin en fait. Il les prend à témoin parce que c'est un mal qui ronge la nation, membre de l'Union des Nations Unies, n'est-ce pas? Et le monde semble être distrait sur cette situation qui fait pourrir pratiquement la République démocratique du Congo. Alors, le fait d'y revenir plusieurs fois, il met l'accent sur cet aspect qui semble être oublié par la communauté internationale. Voyez-vous? Oublié alors vous dites qu'il revient à chaque fois. Ah, effectivement. Et la communauté internationale semble faire la sourde oreille. La sourde oreille, effectivement. Alors il faut continuer à... Voilà pourquoi il ressasse, oui. il se ressasse régulièrement, il tire l'alarme, la sonnette d'alarme pratiquement face à la communauté internationale pour leur dire, regardez, j'ai commencé à dire depuis très longtemps, il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de sanctions. Alors, le jour où la République démocratique du Congo va réagir, évidemment, là, le monde aussi va se mettre debout pour condamner peut-être la réaction de la République démocratique du Congo. Alors, jusqu'à quand ira cette sonnette d'alarme? Parce que on a vu lors de son premier mandat, il n'y a eu que des sonnettes d'alarme par sonnette d'alarme. Et le résultat? Tout à fait, il n'y a pas eu... Il sonne mal ou comment? Au fait, quand quelqu'un revient sur la même chose plusieurs fois, n'est-ce pas? Il veut tout simplement dire que le jour où moi je vais réagir, qu'on ne me prenne pas pour un mauvais. Et ce jour, c'est quand ce jour-là de la réaction? Il faut encore effectivement, attendre, le jour de la réaction, je ne saurais pas le dire ici, je ne suis pas dans le secret. Nous analysons. Nous analysons effectivement. Mais je suis en train de penser que le président de la République vient d'avoir le deuxième mandat, un mandat plus reconforté, n'est-ce pas, par la grande majorité, d'abord au Parlement, presque 450 députés. Ensuite, vous avez le taux, n'est-ce pas, de réussite qu'il a réalisé aux élections, 73,47%. Tout ça, c'est un supplément de pouvoir, un supplément de légitimité, non seulement à l'interne, mais aussi à l'extérieur, où de temps en temps, les nations revenaient sur
l'élection du président de la République, n'est-ce pas? Aujourd'hui donc, il a la pleine légitimité face à cette communauté internationale, même à l'interne. Ça veut dire, c'est un supplément de pouvoir. C'est ça, politiquement, ça souligne comme ça. C'est-à-dire quoi? Dans le premier mandat, il n'y avait pas ce supplément de pouvoir. Effectivement, madame. Vous pesez cela par rapport au pourcentage. Parce que dans le premier mandat, il a fait... Il n'y a pas un élément à négliger. Ouais. La première chose, il a raccommodé la majorité. C'est une majorité raccommodée. Et vous savez, quand vous avez une paire de chaussures que vous avez raccommodée, elle est déjà fragile. D'accord? Il suffit tout simplement de faire un faux pas. Ça risque, n'est-ce pas, de se casser. N'est-ce pas? Cette fois-ci, les choses ont changé. Pratiquement sur le plan politique, même sur le plan international, même au niveau, n'est-ce pas, de la diplomatie internationale, les choses ont sensiblement changé. C'est ça la lecture politique. Ça veut dire que le président de la République a été élu correctement. Comment c'était pas correct? Mais madame, qui n'a pas réclamé la victoire? Fayoulou a fait le tour du monde. Fayoulou a fait le tour du monde, madame. Fayoulou a fait le tour du monde pour réclamer sa victoire. Le monde entier, tout le monde, chaque fois, partout le président passait, on lui posait la question sur sa légitimité par rapport à son élection en 2018. C'était connu. Mais il n'avait pas de parlement. Il n'avait pas de parlement. Non, c'est déjà dépassé, madame. Non, mais ensemble n'est pas à l'Assemblée nationale. Ils disent qu'ils vont réfléchir parce qu'ils critiquent justement madame, les choses se présentent autrement. Le tableau est totalement différent aujourd'hui. Fayoulou n'a jamais réclamé sa victoire à la présidence de la République depuis 2023. Aucun des candidats n'a réclamé la victoire à la présidence de la République. Ils réclament, ils ont fait d'ailleurs ils n'ont pas réclamé, ils réclament autre chose. Ils sont apparemment revenus sur la vérité de Dieu. Ils réclament autre chose, ça c'est du cinéma, tout simplement. Aujourd'hui, même le langage véritable de la communauté internationale, la communauté nationale n'est plus au niveau de la légitimité du pouvoir de Félix, aujourd'hui. C'est vrai, il y a eu des problèmes, je ne dis pas que les élections étaient parfaites, non, mais il a été bien élu. Et il a un supplément de pouvoir. Il n'y a pas que Félix qui le sait, la communauté nationale et internationale sait que Félix a une légitimité plus accrue par rapport au mandat passé. Par conséquent, il doit en jouir de cette légitimité pour fixer et confirmer sa ligne politique. Alors, si je comprends bien, parce que ce qu'il a dit hier face aux diplomates, oui. C'est déjà entendu. Comme oui, c'est du déjà entendu. Mais sauf cette fois-ci, il est dit autrement parce qu'il a fait 73% aux élections. Il le dit dans une autre peau, en tant qu'un président de la République, démocratiquement élu en République démocratique du Congo, dont les élections à la présidence n'ont pas été contestées. Là, madame, politiquement parlant, c'est un homme au milieu de plusieurs autres qui se disent être élus correctement. Alors, et là, le président de la République a un supplément de force. Ça, c'est un. Deuxièmement, il vient à peine d'accéder, n'est-ce pas, de commencer ce deuxième mandat. Ça veut dire concrètement qu'il doit avoir des bras avec lesquels il doit travailler. Parce que vous avez parlé de la réaction. Quand la réaction? N'est-ce pas? Il ne peut pas réagir. La guerre, c'est le Parlement qui autorise la guerre. Enfin, c'est le Congrès qui autorise la guerre. Alors, la réaction de cette communauté internationale, à qui il a demandé des sanctions contre le Rwanda. Bien sûr. Ça tarde, c'est leur réaction. Ces sanctions, ça tarde. Effectivement, ça tarde, madame. C'est ce qui est banal un peu dans cette histoire. Ça tarde. Nous voyons comment ils ont la promptitude quand on a attaqué l'Ukraine. Et une promptitude, on est à plus de 17 à 20 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine parce qu'elle a été attaquée apparemment injustement, d'après l'Occident. Mais le Congo qui a été injustement attaqué, dont les rapports de l'ONU ont établi clairement que c'est le Rwanda qui a gagné la moitié du Congo, les sanctions sont très timides et insignifiantes. Voyez-vous? Donc ça montre qu'il y a deux poids, deux mesures au niveau de la communauté internationale, et en y revenant régulièrement, c'est pour prendre à témoin pratiquement cette communauté internationale que voilà, il y a des cas dans le monde où le Congo est traité autrement que les autres États, alors que nous sommes membres de l'ONU. Donc, le président insiste là-dessus. Alors, il viendra un temps, quand il aura tous les instruments de pouvoir, ça veut dire le Parlement fonctionnel, vous avez le Sénat et vous avez le gouvernement en place. En ce moment-là, s'il n'y a pas de solution, le président peut prendre sa solution. Et il a dit cette fois-là, en tant que candidat, il a dit que, écoutez, si ça continue comme ça, je vais convoquer les deux chambres du Parlement et demander l'autorisation de déclarer la guerre. À moindre escarmouche, comme il avait dit. Mais justement, c'est-à-dire que... Oui, madame, vous pouvez tuer 40, 50, 2000 personnes, mais une seule personne, ça devient la goutte qui déborde la base. Voyez-vous? Donc, je considère que
nous ne sommes plus loin d'une réaction musclée si jamais la situation ne change pas sur le terrain. Ça je le précise. Et qu'est-ce que vous pensez de ceux qui ne croient pas, qui estiment que répéter encore, demander, répéter encore, ou les autres traitent de pleurnicher auprès de la communauté internationale, c'est revenir encore sur les erreurs du passé, qu'il fallait directement passer à autre chose? Oui, peut-être que le citoyen lambda le dit sans considérer la complexité de notre guerre. Nous n'avons pas une guerre du Mali. J'ai vu une jeune dame, une malienne qui parlait de ça. Mais quand je l'ai entendu, j'ai compris effectivement que, par principe, on croit que, bon, la guerre, on peut la terminer par la guerre, c'est bien. Mais la complexité de notre guerre à nous n'avons pas de guerre contre le Rwanda, il faut le dire, madame. Et ça, c'est connu. Le Rwanda n'est qu'un instrument entre les mains des puissances. Nous le savons. Tout le monde le sait. Le Rwanda, c'est quelqu'un qui a été sous-traité. Sous-traité. Le M23 sous-traité. En réalité, la guerre que nous avons, c'est une guerre contre les puissances. Les multinationales, soutenues parfois par leurs propres États. Et ça sera difficile de vaincre. Non, je voudrais dire tout simplement que ce n'est pas une guerre normale, une guerre facile, une guerre classique, comme les gens le pensent, comme j'ai entendu cette dame malienne. Non, c'est une guerre très complexe. Elle est très complexe. Voyez-vous? Ce ne sont pas les armes non plus qui manquent. Ce ne sont pas les armes. Regardez, madame, c'est un problème de stratégie. Pourquoi? D'abord, les M23 sont dans la population. Ils sont dans la population, ils ont un bouclier humain, ce sont des Congolais qui mettent autour d'eux pour qu'à un moindre bombardement, si vous avez 5, 10, 20, 30 Congolais qui meurent, voilà, il a tué sa propre population et la donne politique change. Voyez ça? C'est très important et c'est très sensible. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, c'est une guerre un peu atypique en quelque sorte. C'est vraiment une guerre atypique. Nous avons appelé les forces de l'EAC qui sont venues ici pour mettre fin à la guerre. Regardez ce qui s'est passé sur le terrain, madame. C'est un cas de jurisprudence internationale. Des gens qui viennent et ils commencent à collaborer avec les rebelles pour lesquels ils sont venus carrément neutraliser. Très atypique. Et ça ne vient pas de l'EAC. Ça devient des puissances occidentales. Et la SADC est là. Aujourd'hui, c'est la SADC qui est là. Nous observons. La puissance internationale mais justement, ne va pas influer sur la SADC également. Nous ouvrons l'œil et le bon pour observer le comportement de la SADC sur le terrain. Est-ce qu'ils vont se laisser aussi manipuler par les puissances pour coaliser, ou je voulais se rapprocher, n'est-ce pas, du M23 de rebelles pour lesquels ils sont venus pour neutraliser? Nous ne savons pas, nous les observons. Donc c'est pour vous dire tout simplement que c'est une guerre très sensible, politiquement, diplomatiquement et socialement. Une guerre très sensible. Alors il ne faudrait pas faire confiance à toutes ces, attention, madame, organisations. Pas forcément. Pas forcément. Observons. Observons la SADC. On ne peut pas prêter des intentions. Nous allons observer le comportement de la SADC sur le terrain, n'est-ce pas, pour savoir s'ils sont aussi sous l'influence des puissances ou encore des multinationales ou pas. Alors, s'ils ne le sont pas, en plus, madame, sachez que ce n'est pas que la RDC est incapable de faire la guerre contre le M23. Non. La République démocratique du Congo, sur le plan diplomatique, veut tout simplement impliquer plusieurs États dans cette guerre pour changer d'opinion de toutes ces puissances. Pour changer d'opinion. Le temps que ça prend. Effectivement, ça prend beaucoup de temps parce que c'est trop sensible. Parce que c'est trop sensible. Voyez-vous? C'est vraiment sensible. Vous savez ce qui s'est passé dernièrement à l'Est? C'est-à-dire qu'ils se sont fait entourer des Congolais pour qu'à chaque bombardement, que ce soit les Congolais qui meurent, et qu'on change le discours politique. Que voilà, c'est lui qui a accédé au pouvoir, il tue ses propres frères, et voilà, ainsi de suite, pour essayer d'influencer l'opinion. C'est pourquoi ça demande absolument une stratégie de guerre, des renseignements militaires, essayer de faire un travail de fond avant de pouvoir prendre une option d'attaque contre le 1-23. Par contre, moi je considère toujours que, parce que le 1-23 a choisi le Rwanda comme base arrière, comme soutien direct, moi je crois, attaquer le Rwanda,
attaquer le Rwanda, c'est-à-dire des frappes chirurgicales, ça veut dire sur des objectifs militaires, donc l'aéroport, les camps militaires, les résidences, les bureaux administratifs. Alors si on le fait, en ce moment-là, je crois que ce sera un signal très fort pour la communauté internationale de se presser pour mettre fin à cette guerre. Et je crois que c'est la seule chose qui reste aujourd'hui. Il faut attaquer le Rwanda directement. Absolument. On observe. Si cela ne vient pas, c'est la seule chose que nous devons faire aujourd'hui, c'est d'attaquer l'aéroport, les camps militaires et les réserves, n'est-ce pas, de trucs, et même la présidence de la République. En ce moment-là, on verra la réaction. Vous allez voir que le monde va se mettre debout pour qu'on ait le Congo. Et c'est possible, nous en sommes capables. Bien sûr que oui, madame. Et prêts. Madame, nous avons un armement capable de faire ce que je suis en train de dire tout à l'heure. Et ça ne va pas... Vous savez, la proximité avec le Rwanda, c'est un tout petit pays. Et avec les armes que nous avons, vous savez, qui peuvent faire pratiquement 300 km, je crois que du Goma jusqu'à Kigali, ce n'est pas 300 km. Donc ça veut dire tout simplement qu'on peut atteindre Kigali assez facilement. Mais est-ce que c'est la dernière, c'est pratiquement la dernière option, la guerre, la dernière option. Parce qu'en fin de compte, madame, on finira par se mettre autour d'une table, parce que la guerre se termine toujours par des négociations. Une table avec, avec le Rwanda. À la fin de la guerre, même si on gagne le Rwanda, n'est-ce pas, on finit toujours par se mettre autour d'une table pour mettre définitivement fin à une guerre. C'est d'ailleurs la grande question que beaucoup se posent dans les propos du chef de l'État hier devant les diplomates accrédités en République démocratique du Congo. Il ne négociera pas avec le Rwanda tant qu'il continuera à occuper une portion de notre terre. C'est-à-dire que si aujourd'hui le Rwanda quittait, c'est-à-dire les agresseurs, il quittait notre territoire, même pour un moment, il y aura négociation. C'est ça la nuance entre ce que se disait avant, il n'y a pas de dialogue, et aujourd'hui, il ne négociera pas avec le Rwanda tant qu'ils occupent une portion de notre territoire. Vous savez, toute la communauté internationale, depuis qu'on a arrêté Mwanga Chouchou et bien avant, tout le défilé des présidents des républiques occidentales qui sont passés par ici, les anciens et en fonction, sont venus demander cette négociation avec le Rwanda. Jusqu'aujourd'hui, j'ai entendu le président ougandais, Yoweri Museveni, dire la même chose. Oh voilà, là, au Congo, la situation est compliquée parce que le Congo ne veut pas négocier. Ça, j'ai entendu le président lui-même le dire, de l'Ouganda. Donc, ça veut dire que la communauté internationale veut absolument qu'il y ait négociation. Mais on ne négocie pas en position de faiblesse. On ne négocie pas à genoux, madame. On ne négocie pas couché. On doit négocier debout. Debout, ça veut dire, vous libérez le territoire national, et puis vous posez votre problème. Nous ne savons pas la réclamation du Rwanda. Qu'est-ce qu'il cherche au Congo? Non, nous ne savons pas ce que le Rwanda vient faire ici. Le Rwanda n'a jamais dit ce qu'il vient faire ici. Donc nous allons négocier sur base de quoi? C'est quoi qu'on va négocier? Est-ce qu'il y a un territoire rwandais qu'on a occupé? Non. Donc notre problème, c'est que s'il y a négociation, si le Rwanda a des griefs, n'est-ce pas, à l'endroit de la République démocratique du Congo. Donc, il faut d'abord commencer par libérer le territoire national, et puis après... Dialoguer. Et puis après, non, nous allons écouter le Rwanda. Ah, ça sera une question d'écouter. Absolument, ça dit que le dialogue ne vient pas tout de suite. Qu'est-ce qu'on va faire après de leurs préoccupations? Mais justement, nous ne savons pas quelle est leur préoccupation. Quelle est leur préoccupation? Qu'est-ce que le président de la République n'a pas fait? On l'a injurié ici. Oh, il est allé. Il a dit que Kagame, c'est son frère. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que le Rwanda veut. Le président cherchait à ce que le Rwanda puisse venir investir en République démocratique du Congo, mais de manière officielle. Non seulement le Rwanda, il a entamé des négociations avec tous les pays limitrophes, n'est-ce pas, pour amener des investisseurs ou pour venir investir au Congo, pour mutualiser les forces et relever l'économie de la sous-région. Il a proposé ça, officiellement. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que le Rwanda réclame. Moi, je ne sais pas. Mais alors, c'est juste après avoir libéré le territoire national, via l'homme 23, eh bien, nous allons les écouter. Qu'est-ce que vous voulez du Congo? Nous allons les écouter. Et il y aura négociation. Non, il faut d'abord écouter. Parce qu'il y a des choses qui n'exigent pas une négociation. Quand quelqu'un vous dit que nous voulons construire, par exemple, l'empire Ima-Tutsi, vous allez négocier quoi? Non, il faut la guerre. Ah, il n'y a pas de négociation. Non, c'est pourquoi j'ai dit, nous voulons écouter le Rwanda. Nous ne savons pas ce qu'ils cherchent au Congo. Nous ne savons pas. Il y a des gens ici qui s'appellent les Banyamulenge et les Tutsis congolais qui sont sur place,
qui sont comme toutes les autres tribus. Comme toutes les autres tribus. Limitrophes, si vous voulez, madame. Si vous allez au Katanga, vous allez trouver les Babemba, qui ont des proches au Rwanda, en Zambie. Si vous allez ici, dans le Kasaï, vous allez trouver les Bampende qui sont en Angola et ici. Pourquoi eux doivent poser ce problème? Donc c'est ça le problème. Donc ce que nous devons savoir, c'est cela. Il n'y a pas de minorité au Congo. Il n'y en a pas non plus des minorités, des tribus minoritaires ou quoi. Il n'y en a pas au Congo. Donc nous aimerions bien écouter les griefs du Rwanda. Qu'est-ce qu'ils veulent effectivement? Quelle est leur demande au Congo au point de nous faire la guerre? C'est ce que nous devions savoir. Nous ne savons pas. Voilà pourquoi la négociation, ça va être très difficile de négocier, parce que nous ne savons pas sur quoi nous allons négocier. Alors, comment est-ce que vous avez perçu la réaction du Burundi, par exemple, face au Rwanda? Oui, d'abord, vous savez que le Burundi était l'allié du Rwanda depuis un certain temps. Et après un temps, on a compris que Kagame était encombrant, non seulement pour la sous-région, mais aussi pour le Burundi. Le Rwanda voulait effectivement considérer le Burundi comme une base arrière pour déstabiliser la sous-région. Mais le Burundi est un pays, l'un des plus pauvres du monde. Commencer encore à servir de base arrière à un troubadour comme le président Kagame, il a trouvé qu'il n'y avait pas de raison. En plus, le président avait proposé au Burundi de mutualiser les efforts pour développer, n'est-ce pas, des économies en République démocratique du Congo en tant que pays limitrophe. Et le Burundi avait trouvé une soupape de sécurité, voyez-vous. Alors, le Burundi a fait le choix, avec le nouveau président, il a fait le choix de s'allier au Congo, de s'allier à un pays puissant, à un pays riche, de s'allier pour mutualiser les efforts et voir dans quelle mesure on peut résoudre le problème, stabiliser d'abord la sous-région, créer la paix qui peut favoriser, n'est-ce pas, le développement économique. Et le Burundi Il n'y a pas les agendas cachés. Alors, hein? les agendas cachés, il ne peut pas en manquer, madame. Il ne peut pas en manquer. Pourquoi? Non, on ne se méfie pas. Par contre, c'est nous qui gagnons. D'abord, je vais vous dire que le Rwanda voulait faire un coup d'État au Burundi. Ça peut-être, les gens ne sont pas informés. Ils voulaient faire un coup d'État au Burundi. Et je vous dis qu'ils ont nos services de sécurité qui sont allés au Burundi pour sécuriser le Burundi. Pendant que nous parlons, à moins que je me trompe, il y avait encore des troupes congolaises au Burundi, où ils sont déjà rentrés, et les services de sécurité, pour protéger le Burundi. Parce que ça sonne mal pour le Rwanda, parce que nous pouvons aussi utiliser le Burundi comme base arrière pour attaquer le Rwanda. Vous comprenez? Donc il y a un problème de stratégie au niveau diplomatique, au niveau sous-régional, et le Burundi est collé à nous, parce qu'il y a il y a beaucoup d'avantages de se coller au Congo que de se coller à un pays qui vit de le monde. Voilà. Donc c'est un peu ça, la cartographie sous-régionale ici chez nous, c'est que le Burundi est notre allié. Donc sur le plan stratégique, oui, sur le plan stratégique. Et je vous informe, madame, que il y a même d'autres renseignements que nous recevons du Burundi à propos du Rwanda. Donc c'est notre partenaire stratégique. Voilà. On change de registre. Pourquoi, madame? Parce qu'il fallait diviser le bloc Rwanda, Burundi, Ouganda. Okay? Dans la stratégie, il faut savoir diviser l'adversaire. Et ça a été réussi. L'unité de l'adversaire. Ça a réussi parce qu'aujourd'hui, le Burundi a même fermé la frontière avec le Rwanda. Et le Rwanda a été esselé, ça veut dire tout simplement esselé. L'Ouganda est très loin du Burundi. L'Ouganda est un peu à distance avec le Burundi. Et nous sommes en coopération militaire avec l'Ouganda. Donc, vous comprenez qu'on a essayé de mettre en pièces le bloc qui agressait la République démocratique du Congo. C'est aussi une victoire diplomatique. Peut-être que les gens diplomatiques militaires... Pourquoi attendu aussi qu'on puisse fermer la RDC, faire non, c'est pas la... faire de même, hein? Vous savez, le président a toujours dit que nous n'avons pas de problème avec les Rwandais, le peuple rwandais, mais c'est plutôt avec le régime en place. Ça, c'est... Et je l'ai dit oui. Les gens qui aggravent le feu dans toute cette histoire, c'est le régime en place au Rwanda. Mais en réalité, les Rwandais... j'ai un ami bien placé à l'Est, il me dit que les Rwandais, ils viennent faire le taxi-moto à Goma. Ils laissent leur moto, le matin, ils traversent pour venir faire le transport. Ceux qui vendent à la criée, là, la plupart, ce sont des Rwandais. Ils laissent leurs histoires dans les dépôts, le matin, ils traversent, ils viennent, ils font de tour, ils vendent leurs histoires, ils rentrent chez eux. Les légumes, les fruits et tout ça, ce sont les Rwandais qui viennent vendre à Goma. Les taxis-motos, les boutiques, ce sont des boutiques rwandaises, mais
Ils habitent chez eux et le matin, ils traversent pour venir travailler. Donc, il n'en est pas question de Donc, fermer la frontière. Donc, le problème avec le peuple rwandais, il n'y en a pas. En réalité, ce sont les régimes qui essayent d'opposer les peuples, mais en réalité, ce n'est pas ça. La guerre n'est pas au niveau du peuple, c'est au niveau des régimes. C'est au niveau du régime. Ok. Parlons de l'Assemblée nationale, la nouvelle législature. Il y a des nouveaux députés qui d'ailleurs, l'Assemblée avait ouvert ses portes lundi, Oui. mais il n'y avait pas des opposants. Non, il y en avait. Vous n'en avez pas vu. Moi, j'ai vu Matata dedans. Matata, c'est un opposant. Que je Matata, sache. peut-être. Que je sache, c'est un opposant. Le seul. Non, non. Moi, j'ai vu Matata et je me suis dit, Madame, vous savez, ici chez nous, nous avons un avantage historique. Tout ce que l'opposition est en train de faire aujourd'hui, ça a été fait par l'UDPS hier. Et ça n'a pas payé. L'UDPS... Quelqu'un a dit ça payé, mais non, après 32 ans, ils sont au pouvoir. J'ai dit ceci, ça n'a pas payé. aujourd'hui. Non, 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 je vous explique. Ça n'a pas payé. Regardez le nombre de députés de l'UDPS en 2018. C'est la conséquence de ce qui s'est passé en 2006 et en 2011. Ça n'a pas payé politiquement. Ça n'a pas payé. Et le nombre de députés, Vous ne pouvez pas. Le nombre de députés de l'opposition aujourd'hui, c'est quelle conséquence? Vous dites? Le nombre de députés de l'opposition aujourd'hui. Aujourd'hui, la résultante de quoi? j'ai parlé de l'UDPS d'abord, mais Ouais. aujourd'hui, le nombre réduit parce qu'ils n'ont pas eu de stratégie. Comment voulez-vous, monsieur, le président Moïse Katumbi, que je respecte, il est avec Kabila, il est avec Félix, il travaille, une année avant les élections, à cause de ses ambitions personnelles, sans problème, sans raison, il se désolidarise pour se placer en opposant, sans discours. Madame, vous vous attendez à quoi? Vous attendez à ce que vos frères vous soutiennent. Effectivement, ses frères l'ont soutenu. Mais en réalité, il n'y a pas de résultat. Ils ne se sont pas chamaillés avec le régime. De lui-même, à cause de ses ambitions personnelles. Il quitte le pouvoir sans raison, et puis il se place en opposant pour gagner les élections. Il n'a pas réussi. Ça ne se fait pas comme ça. Quel est le discours de Moïse? Tu en connais? C'était une sorte de générique. Il n'y a pas, la pauvreté continue, tout ça, et pourtant la pauvreté... Mais les réalités de la vie... Les réalités, effectivement, madame. Vous savez, je vais vous dire une chose. Il ne faut pas dire des choses connues de tous. Ça n'a pas d'effet. La pauvreté en République démocratique du Congo n'a pas commencé aujourd'hui, et ce n'est pas en 3 ans, en 5 ans qu'on va mettre en pauvreté. Ça s'amplifie selon ce qu'il dit. Quand vous parlez de la pauvreté, mais ça s'amplifie davantage. Ok, je vous dis que la pauvreté est la résultante de plusieurs facteurs. Ok? Quand vous avez tué le pays, vous avez tué l'armée, vous avez détruit toutes les entreprises, n'est-ce pas? Vous avez fait quoi? Vous avez aggravé la pauvreté. C'est dans cet état. Irrécupérable. S'il vous plaît, madame. Non, non, non. Irrécupérable. Non, 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 non. C'est-à-dire que ça ne va plus jamais changer. Non, madame. Ils ont tué. Je voudrais vous dire tout simplement que c'est dans cet état qu'on a trouvé la République. Avec toutes les entreprises publiques en moule, avec une armée inexistante, n'est-ce pas? Donc, c'était une constellation de pouvoir. Chacun dirigé pour tirer un profit personnel maximal de la parcelle de pouvoir qu'il dirigeait. C'est ça qu'on a trouvé. On n'a pas trouvé un État. Je suis politologue, je parle d'un État. Je ne suis pas un citoyen lambda dans cette matière. On n'a pas trouvé un État. On n'a pas trouvé une armée. Même les instruments de pouvoir, on ne les a pas trouvés. Je parle en tant que politique. Je ne parle pas en tant que citoyen lambda. Oui, je parle en tant que politique, un politologue de formation. Je ne parle pas en tant que citoyen lambda. Donc, ni l'État, ni la souveraineté, moins encore une nation. On n'a pas trouvé ça. Et vous ne pouvez pas créer de la richesse, n'est-ce pas, sur fond d'un non-État. Voilà pourquoi il faut d'abord refonder l'État, et l'État est en refondation. On refonde l'État, et sur ce fondement, on peut maintenant créer des richesses pour sortir le pays, n'est-ce pas, de la pauvreté. C'est-à-dire qu'on a eu 5 ans pour refonder, et les 5 prochaines années, la refondation de l'État, créer des richesses. Ok, la refondation de l'État n'a pas de fin, madame. On refondera toujours l'État pour le rendre capable, n'est-ce pas, le rendre capable, apte à maîtriser la marche du monde. Ça veut dire qu'il y a des éléments qui vont venir demain, par exemple la technologie, par exemple le changement climatique. Tout ça, ça va demander à ce que les États se refondent. Les États continuent à réfléchir pour avoir des fondements plus solides et résister à ce genre de phénomène
qui arrive pour effectivement détruire l'État. Parce que si ces éléments prennent de l'ampleur, ça risque de déstabiliser pratiquement les fondements de l'État. Donc l'État va continuer à se refonder aussi longtemps que cet État existera. Voilà. Donc ce que Félix a fait dans les 5 premières années, c'était ça en fait. C'était des grands efforts qu'il a fait. Peut-être qu'un citoyen lambda ne saura pas le voir. Il attend de voir des bâtiments, il attend de voir ceci, à manger et tout ça. Mais avant, ça, tout à fait, c'est tout à fait normal, j'en disconviens pas. Oui. Mais avant de stabiliser ce genre de situation, il y avait des préalables qu'il fallait faire. C'était d'abord la refondation de l'État. C'était pas la République n'est pas une famille, n'est pas une tribu. C'est un État. Un État le plus vaste, un sous-continent qui a les dimensions de l'Union européenne aujourd'hui. Donc, je crois que le travail n'a pas été mal fait, c'est bien fait, et nous espérons que ce deuxième mandat, avec le concours de tous, nous allons consolider ce qui a été fait. Il y a l'honneur à sauver cette fois-ci. Hein. Absolument. L'image de l'UDPS, l'image de notre Tshisekedi. D'abord, je vais vous dire une chose. Cette fois-ci. Absolument, il y a des choses à défendre, l'honneur, à reconstruire. À reconstruire. Il faut d'abord reconstruire cet honneur, la consolider, le consolider, et puis le défendre désormais. Pourquoi? Madame, aujourd'hui, je suis politologue, je suis en train de vous dire que si l'UDPS n'existait pas, avec ses erreurs, avec ses fautes, avec tout ce qu'il y a comme de mal, on n'aurait pas un État stable. Ah oui, c'est discutable, mais je vous dis, nous n'avons plus de partis politiques ici. Les partis sont en fondation. Les partis sont en train de se créer, oui. Légalement, ils existent, ils ont des arrêtés, ainsi de suite et tout ça. Mais sur le terrain, un parti qui respire, un parti qui vit, malgré les erreurs, c'est l'UDPS. Malheureusement. Vous dites ça parce que vous êtes au pouvoir? Malheureusement. Non. C'est pas parce qu'on est au pouvoir. Je vous dis malheureusement. L'UDPS est au pouvoir. Malheureusement. Regardez le PPRD qui est né au pouvoir. Où est-ce qu'il est aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il dit? Comment il participe? Comment le PPRD participe? Avec tous les partis politiques, M. Joseph Kongolo, non, le MPR non, qui disparaît. C'est ça le mal. C'est ça le mauvais. Palou, aujourd'hui n'est plus comme le Palou du temps des C'est ça le mauvais fondement. Peut-être qu'on verra aussi l'UDPS après le pouvoir. C'est ça le mauvais fondement des partis politiques. Le mauvais fondement. J'ai parlé de la refondation tout à l'heure. Le mauvais fondement des partis politiques. L'UDPS a un fondement très solide. Pourquoi? Parce que ses fondateurs avaient un discours qui a convaincu des gens dans la clandestinité pendant que la dictature était très forte. Et ces gens ont résisté. Dans une dictature très forte, ils ont résisté. Ils ont développé des réflexes de combat et des réflexes de résistance. Voyez-vous? Et ils ont résisté à tous les régimes qui se sont succédés au pouvoir après Mobutu. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, tous les géniteurs sont morts. Et le parti a accédé au pouvoir. Tous les géniteurs sont morts. Et le parti... Nous allons attendre la suite après le pouvoir. Madame, avant le pouvoir, ils ont résisté. J'ai dit ceci, avant le pouvoir, ils ont résisté dans une répression sans précédent. Il n'y a pas un parti qui a subi de répression comme l'UDPS. Il n'y en a pas. Il était à côté du peuple. Il n'y en a pas. Le parti UDPS était du côté du peuple, de la société. C'est ce que j'ai dit. Il n'y a pas un seul parti qui a des martyrs comme l'UDPS. Alors, je me demande, dans un environnement politique dégagé démocratiquement, je ne vois pas l'UDPS mourir. Attendons voir. Alors, nous revenons à l'Assemblée nationale. Je vois l'UDPS qui peut s'affaiblir, mais pas mourir. Mais encore, qui peut reprendre du lest. Parce que les géniteurs avaient un discours, ils ont créé d'autres géniteurs. Vous savez, dans l'UDPS, il y a beaucoup de Tshisekedi, il y a beaucoup de Liaou, il y a beaucoup de Kibasa, et il y a beaucoup de Mwakem. Dans l'UDPS, il y a des gens qui sont taillés à la mesure de ces fondateurs. Attendons voir la suite après. Alors, nous étions à l'Assemblée nationale, avec, on parlait des députés de l'opposition qui ne sont pas là. Vous avez parlé de Matata Ponyo. Matata est là, et puis il ne faut pas oublier que Matata Ponyo a des ennuis judiciaires, et peut-être il est derrière l'immunité pour se protéger, c'est pas le cas? Non, mais le fait d'être député, c'est vrai, il faut la validation de mandat pour jouir de l'immunité. Mais écoutez, madame, dans une majorité de l'Union sacrée, dans un procès qui a commencé avant, pour lequel on lui a donné un sursaut pour qu'il puisse se présenter, parce qu'il réclamait, il croyait lui que c'était à cause
de son poids politique aux élections, qu'on est en train de le tourmenter. On lui a donné tout ce temps de le faire. Je vois très mal comment, si la justice le réclame, la majorité présidentielle de l'Union sacrée aujourd'hui refuse de lui retirer les immunités. Donc il ne faut pas se tromper. Hein? Ça sera facile. Oui, ça sera facile. Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper, madame. Voilà pourquoi on ne peut pas disculper la justice dans un pays qui se veut démocratique et de droit parce qu'on est député. Non, c'est un dossier qui a commencé. Il était toujours député, il était sénateur. Et on a commencé ce dossier quand il était sénateur. Donc, le statut de député... C'est passé avec cette question du Mais justement, c'est ce que je dis. Hein? C'est ce que je dis, effectivement, madame. Ce n'est pas parce qu'il est devenu député aujourd'hui que ce dossier sera classé sans suite. Non. Donc, il ne se trompe pas que cela va l'aider à échapper à la justice. Je crois que c'est vraiment... Tout à l'heure, vous avez parlé de la majorité au Parlement. Et vous voyez que ce Parlement-là risque d'être monocolore et ça sera du Alléluia, Amen là-bas. Hein? C'est la faute de qui, madame? À qui la faute? À votre avis, c'est la faute de qui? Il n'y avait pas d'opposition. Félix a joué. C'est pourquoi je dis toujours que nous, en sciences politiques, on a élargi un peu les horizons dans la recherche parce que une majorité qui a changé dans une législature, c'est des choses qui n'existent pas dans l'histoire. D'accord? Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il a récupéré, non pas seulement dans les institutions, mais l'homme a allongé, il s'est allongé son aura jusque dans la population. Vous comprenez? Donc, il a annihilé les efforts de l'opposition. Et la preuve est là. Ils n'ont pas une cinquantaine de députés. Je ne pense pas qu'il arrive à 50 députés. Ou peut-être environ 50 députés sur les 500. Les opposants, oui. Je ne pense pas. Il crie à la tricherie, à la manipulation. Je veux bien, mais faisons l'analyse sociologique. Est-ce que l'opposition avait un espace d'expression? Ou allez, allons au niveau de la campagne. Qui a fait les 26 provinces ou 53 meetings comme le président de la République? Moïse était partout. Non, Moïse n'a pas fait le Grand Kassai. Moïse n'a pas fait le Grand Kassai. C'est un exemple. Je vous donne un exemple. Moïse n'a pas fait le Grand Kassai. C'est 6 millions d'électeurs. 6 millions d'électeurs. Le Grand Kassai. Il n'a pas fait le Grand Kassai. Il y a des provinces où il n'est pas passé. Alors, et puis dans le Grand Kassai, moi j'étais dans le Grand Kassai parce que j'ai accompagné un député, madame. Moïse n'a pas fait. Même les députés de Moïse n'ont pas fait la campagne parce que il a incité ses frères du Katanga à Malembankou de tuer les Kassaïens pour rien. Et ils les ont tués de quelle manière? C'est lui qui a incité. C'est lui, c'est pas son discours. Le Bouchéchi et tout ça, ainsi de suite. Il a fait un discours. Il a fait un discours. Non, madame. Non. Non. Le gouverneur n'a pas l'étoffe de Moïse. D'accord? Le gouverneur n'a pas l'étoffe de Moïse. Il est gouverneur, lui. Le gouverneur n'a pas l'étoffe de Moïse. En plus, on a tué des Kassaïens. De quelle manière? Et on a balancé ça sur la toile. Ça fait quoi, à votre avis? Cette population qui a vu ses frères, sans raison, tués de cette manière-là. Voilà comment on a refusé. Moi, j'étais là, présent. J'ai vu comment on brûlait les motards, les motos de ceux qui faisaient la campagne de Moïse. Et depuis ce jour-là, ils n'ont jamais fait la campagne, ni les députés provinciaux, ni les députés nationaux, ni encore, les députés provinciaux nationaux, ni même la campagne de Moïse n'a pas été faite. Mais même écrit à la tricherie. Ce n'est pas la tricherie, il a fait des erreurs. Moïse n'a pas de communicateurs. Il y a aussi des faits qui appuient cela, M. Joseph Kongoulos, qu'on voit même au sein de l'Union sacrée, en train de s'entre-accuser par rapport aux résultats provisoires publiés par le résultat du président de la République ou bien les résultats de la députation? Des députés. Non, au niveau de la députation nationale, il y a eu beaucoup d'irrégularités. J'en conviens, il y a beaucoup d'irrégularités. L'homme que j'ai accompagné, c'est quelqu'un qui devait sortir député national. Mais à condition que la liste 82 continue. Parce qu'on a arrêté la liste 82. On s'est arrêté à 82. Il fallait que ça continue, ça devait arriver jusqu'à 200 même. Ça devait aller vers les 200. En ce moment-là, nous on serait sortis députés. Parce qu'on n'a pas triché. Parce qu'on n'a pas manipulé. Parce qu'on n'avait pas eu de machine. Parce qu'on n'a pas incité les gens à la violence. On devait passer. Nous avons plus de voix dans notre plateforme. Mais la plateforme qui a triché, on attendait qu'on la mette sur la liste de la CENI. Malheureusement, ce n'est pas fait. Et voilà pourquoi nous, on n'est pas passé. Justement, ce sont des faits que... Oui, j'ai dit qu'il y a eu des irrégularités. Il y a eu vraiment des irrégularités qui remettent en cause même ces élections. Non, malheureusement, ça ne remet pas en cause les élections. Vous avez été à Kinshasa ici, je crois qu'il n'y a pas eu... Il y a moins d'irrégularités à Kinshasa qu'à l'intérieur.
Pourquoi? Donner la proportion, donner des preuves, donner la proportion. Quelle est la proportion qui convient d'irrégularité pour qu'on annule les élections? C'est quelle proportion? Il faut donner des arguments et des preuves. Ce qui n'est pas facile, madame. En plus, pour moi, j'ai dit pour moi, on ne peut pas dépenser 1 milliard 200 millions de dollars pour une élection, et puis, et l'opposition, et le pouvoir. Ils viennent, n'est-ce pas, pour brutaliser les agents de la CENI et demander ensuite l'annulation de ces élections. Je crois que c'est une aberration. C'est une aberration. Il n'en est pas question. Alors, il y a aussi ce problème de l'informateur. Oui. Les comptes du chef est déjà majoritaire, il est allié. Pourquoi c'est difficile à mettre en place ou à nommer un Premier ministre? Non, ça dit que, non, écoutez, le président a la grande majorité, on l'appelle la majorité absolue, c'est-à-dire la moitié plus 1, plus une voix. Alors ça devrait être facile. Donc, oui. en principe, ce sont des étapes qui devaient être brûlées. Il suffit de constater un informateur, il suffit de constater tout simplement au Parlement, détecter la majorité. Bon, parce que c'est une procédure constitutionnelle, n'est-ce pas? On peut le faire, tout comme on peut faire un constat simple et facile. On trouve que c'est le camp du président de la République qui a la majorité et on nomme le Premier ministre. Il ne faut pas revenir sur du théâtre. L'opposition a combien de députés? Sur les 477, pardon. En combien de députés? Donc la majorité est claire, elle est connue. Tout simplement, il faut valider les mandats de ces députés et ensuite faire la validation des mandats et constater que c'est le président qui a la majorité. Et la création de toutes ces plateformes. PCR, les plateformes, madame, je me suis exprimé à l'agence congolaise de presse. La plateforme que M. Kamere, Kankou, Mboussa et Paloukou ont fait, moi je crois que ça facilite au chef de l'État. Je l'ai dit, ça facilite au chef de l'État de gérer 500 partis politiques, 200 personnalités politiques, plus la société civile. Il ne peut pas négocier avec tout le monde. Il faut que les gens se regroupent à microcosme politique à l'intérieur de ce complexe politique qui est l'union sacrée, pour avoir 5, 6 interlocuteurs avec lesquels on peut négocier, avec lesquels on peut échanger. Donc, je trouve que c'est tout à fait correct et normal que cela soit fait. Sauf, ce que je semble constater, c'est que, le président de la République doit connaître ça. Je ne vois pas Kamere faire quelque chose sans l'assentiment du président de la République. Jamais. Non. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, madame, la chose que j'ai constatée, c'est dans la précipitation. C'est-à-dire que le principe existe, mais Kamere l'a fait, ou pas Kamere, peut-être que les 4 ou 5 plateformes l'ont fait dans la précipitation et sans informer les autres membres. Voyez-vous? Dans la précipitation, sans informer les autres membres. Là, je suis d'accord. Ça s'est fait dans la précipitation et ils n'ont pas eu le temps d'informer les autres membres du Présidium, n'est-ce pas, de l'Union sacrée. Ça, je suis d'accord. Mais quant à la réalité elle-même, je crois que c'était un choix, une option de gouvernance à l'intérieur de l'Union sacrée et ça a été fait. D'ailleurs, j'apprends que le Premier ministre, Sama Lukonde, est en train aussi de monter sa plateforme à l'intérieur de l'Union sacrée. Donc, vous comprenez que c'est une stratégie de gestion. Le président de la République a besoin de ça. Parce que, deux fois, quand on est chef, on doit voir des ailes et on sait parfois les neutraliser en les opposant. Diviser pour régner. Hein. Madame, je suis politologue, je sais de quoi je parle. Voilà. Merci, M. Joseph Kongolo. Merci, madame. L'émission est finie. Merci pour votre présence, malgré la pluie. Hein, parce que certains croient qu'il y a eu la pluie. Merci à vous, fidèles téléspectateurs et auditeurs du magazine Kiosque. Merci à l'équipe technique. Là, je vois Héritier Toubilandou, Moro Njambe et les autres. Madame, messieurs, je vous retrouve prochainement avec le même plaisir. Au revoir.